J'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Catherine Deshaies, qui va se présenter, qui va dire un peu ce qu'elle fait, parce qu'elle vient de rééditer la 4e édition, c'est ça? C'est ça. De son livre que j'avais lu et que j'avais trouvé super chouette, qui s'appelle «Trouver la bonne distance avec l'autre». Et j'avais envie de faire un petit développement avec elle sur pourquoi l'intérêt de ce livre. Et on a démarré très fort il y a 2 minutes juste avant dans les coulisses, là, où vas-y, tu vas dire ce qu'on avait dit et peut-être juste dire qui tu es, peut-être. Oui. Donc, j'ai écrit ce livre en 2010 pour la première fois, et c'est issu de mon travail de formatrice en relation d'aide, où je faisais de la formation à la relation humaine pour des professionnels, alors psychothérapeutes, coachs et surtout des personnes qui sont engagées dans la relation, c'est-à-dire la relation souvent de soins, mais pas que, éducative. Donc c'est un livre qui s'adresse, on va dire, a priori pour les professionnels, c'est destiné comme ça, mais qui dit comment l'important est d'écouter l'autre, et que même les professionnels ne le font pas la plupart du temps. C'est pas qu'ils savent pas, mais que c'est une attitude qui est tellement pas naturelle, qui se travaille, que ça demande des efforts, puisque c'est pas naturel. Et donc du coup, eh bien, le résultat, c'est qu'on ne le fait pas. Et que Oui. malgré ce qui devrait être fait dans la relation humaine, Ouais. particulièrement dans la relation de soins, Ah voire oui. dans la relation psychothérapique, eh bien, ne échappe. Oui, je disais, j'acquiesçais, je disais bah oui, c'est vrai. Alors moi, je reconnais parce que j'assume que j'ai pas un niveau d'écoute hyper élevé, mais ça depuis petite. Mais on en discutait, tu disais, mais il y a plein de professionnels, il y a pas mal de psys, mais pas que, des accompagnants, des soignants, etc., et qui savent qu'ils doivent écouter. Souvent, on a été formés aux techniques comme communication non violente, enfin bon, des techniques, quoi, écoute active, bref, et on le fait pas bien. Malgré tout, le naturel revient au galop. C'est ça. Et c'est pas une posture naturelle, c'est une posture, je dirais, j'ai envie de dire avant tout, l'humilité. Mais l'humilité, ça se travaille. C'est pas gagné, puisque on est toujours en avant, on a toujours envie de savoir, de dire notre savoir, on pense savoir, et quand on est dans cette posture-là, eh bien, on n'a pas pris le temps, la plupart du temps, d'écouter l'autre. Oui, donc on pourrait demander qu'est-ce que l'écoute pour toi, si tu veux, puisque tu dis on ne sait pas écouter, donc ça serait quoi écouter correctement? C'est se taire et faire taire notre tête aussi. C'est-à-dire que la véritable écoute se centre sur l'autre et non pas sur sa propre tête qui viendrait nous parasiter avec qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je comprends, alors puisque elle dit ça, il faudrait que je dise ça, et de manière qui n'est même pas pensée, mais c'est une attitude où le professionnel, mais alors c'est dans la vie courante aussi, puisque c'est pour ça que c'est intéressant, tu fais une conférence pour le grand public, comme on dit, c'est-à-dire que ça nous concerne tous. Quand on est dans la difficulté relationnelle avec quelqu'un, ben la première des choses, c'est peut-être d'écouter, et plutôt que de penser en termes de conseils, de savoir, d'attitude entre guillemets bienveillante. Oui. Voilà, tout ça, ce sont des mots, mais l'important, c'est comment on est avec l'autre dans la présence, et non pas dans une théorie. Oui, c'est ça, non pas dans une théorie. Et ce que tu disais, c'est que c'est tellement automatique et naturel presque d'intervenir. Tu sais, tu dis quelque chose. Et moi, faut que je vais intervenir pour ajouter ma fraise, quoi. C'est ou... ça. C'est ça. Oui, pour prendre pour prendre la ma place. place, ouais. Oui, il y a aussi des enjeux de reconnaissance dans la relation, de comment je suis importante, comment je suis intelligente, comment j'aide l'autre, comment c'est... Donc c'est tellement urgent, entre guillemets, important, que ça prend toute la place et l'autre n'en a plus.
Oui, c'est ça. Et donc, du coup, parce qu'on parle d'interprétation en plus, si tu vas pas au bout de tout ce que tu as à me dire, je vais soit interpréter, soit je vais raconter ma science, enfin des trucs comme C'est ça, ça. quoi. C'est ça. Alors, comment on fait, Ah oui, alors hein? comment on fait? Parce que ça veut dire un peu mettre un sparadrap et genre savoir qu'il faut se taire. Ben, commencer effectivement par se taire, et je disais faire taire sa tête, donc dans une posture, une attitude de retrait, de recul, puisque le mouvement naturel, c'est d'être en avant. C'est sûr. Donc, C'est de vrai. penser à ça et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends vraiment? Et qu'est-ce qui se passe dans la pièce, autour, non seulement dans ce qui est dit, dans le quoi est dit, c'est-à-dire le contenu de ce qui est dit, la signification des mots, mais dans l'ambiance, dans ce que je ressens, d'être beaucoup plus centré sur soi, dans une forme de silence attentif à ce qui se passe, et d'attendre pendant que Pendant que l'autre cause. l'autre parle. Ouais. Et dans cette attention, non seulement au contenu, mais à comment c'est dit, hein, non seulement la signification de ce qui est dit, et de comment c'est dit, eh bien, on pourra faire un retour à la personne, le moment voulu, en fait, ça s'appelle la technique de, on va dire que la technique de l'attitude est sous-tendue par quelque chose que tout le monde connaît dans les milieux professionnels divers et variés, parce que tout le monde l'utilise, même les commerciaux, c'est la reformulation. Oui, j'allais le dire, la reformulation, c'est le truc. Voilà, la reformulation, mais la reformulation, on va dire, le principe c'est de redire ce que l'autre a dit, mais si on n'a pas écouté non seulement le contenu, mais l'ambiance, on va être un perroquet insipide, un perroquet qui va se priver de tout le côté sensible Ouais. de la situation et de la relation et de l'émotion qui est derrière, puisqu'il y a toujours de l'émotion quand on parle. Et si on est attentif au contenu, ben, on ne va pas écouter l'émotion. Et donc, ce que tu veux dire par là, je vais reformuler, pour aller plus loin, c'est que si on prend le temps vraiment d'écouter à la fois le contenu et à la fois ce que ça nous fait ou quelles autres informations qui ne sont pas juste dans le contenu, après, est-ce que tu préconises le fait d'utiliser ces informations qu'on a eues, par exemple, ah oui, mais quand elle est agitée, par exemple, je suis avec quelqu'un que je trouve agité, ou, bon, pas un exemple, ou que moi, ça me donne de l'inconfort, où il y a trop d'émotions, ou pas assez d'émotions, bref. Qu'est-ce que tu retraduis? Par exemple, son agitation m'exaspère ou quelque chose comme ça. Donc je vais sentir un truc comme ça. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde pour moi? Est-ce que je le redistribue? Alors, il n'y a pas de méthode et de protocole. Il y a cette sensibilité à ce qui est en train de se passer qui va faire que tu vas trouver important pour la situation, pour la personne qui est là, d'accentuer quelque chose, d'appuyer sur quelque chose. Hein. Et c'est toujours dans le vécu. Hein, parce que il ne s'agit pas de reformuler le contenu. Hier, j'étais à la plage. Hier, vous avez été à la plage. Oui, tout le monde s'en fout, ça. Voilà, il y a quelque chose qui va faire que ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est dans l'écoute sensible, en fait, que tu vas choisir, soit de parler de toi. Ah, quand vous parlez, je sens que j'ai ma respiration qui se coupe et je suis attentive au rythme de ce qui est en train d'être dit et de prendre attention à moi et à ralentir. Et voilà, ça donne un retour, un reflet. En fait, la reformulation, c'est donner un reflet de ce qui se passe, de manière à ce que la personne qui est en face prenne conscience de quelque chose. Donc, quand on dit reformulation, c'est ce quoi est dit, éventuellement, mais la manière... Quoi ça me fait, peut-être. Aussi, ça peut être une reformulation de l'expérience, de ce qu'on est en train de vivre ensemble, une reformulation de ce qui est dit, et l'idée étant, voilà, j'ai écouté ça, j'ai été sensible à ça, je te redis ça, je te le renvoie. Sans attente, ce n'est pas une question, sans attente que l'autre en fasse quelque chose. C'est une proposition
mais il peut y avoir un silence derrière. Donc il faut être habitué aussi à ce que quand on fait des propositions, on n'ait pas la reconnaissance de la personne qui va dire « Ah oui, c'est bien ça, merci ». C'est pas forcément Oui, ça c'est qui vrai. va se passer. Et donc de rester dans le vide. Donc ça supporte. Ça demande de supporter le vide, donc l'incertitude, tout ce sur quoi nous prenons appui habituellement. Ben Et oui, oui. forcément, le savoir est un appui, la manière de parler est un appui. Là, je suis en train de m'appuyer en faisant un geste, par exemple. Ouais. Donc, on a tous nos méthodes et nos besoins pour ne pas laisser place, À l'autre. mais même pas qu'à l'autre, c'est au vide, à l'angoisse, à l'incertitude. Ça, donc, on se défend tous de ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on prend la place et qu'on remplit. Donc, c'est supporter, de laisser venir un je ne sais pas quoi, ce qui va arriver. Se laisser surprendre. Alors, c'est marrant parce qu'il y a tu sais, moi je travaille beaucoup pour les couples et des fois je leur dis, écoutez, au niveau de la communication, au-delà de la communication non violente, où bon, il y a tout un protocole, je leur propose souvent des dyades relationnelles où c'est cadré. Ils ont 5 minutes chacun, même question, 5 minutes, 5 minutes, et ils refont un tour avec la même question, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ce qui fait que je trouve, toi, par rapport à ce que tu dis, qu'en mettant un cadre comme ça, on ne peut pas sortir du cadre. Après, il n'y a pas la reformulation dans cet exercice-là, par exemple, mais il y a la place pour écouter vraiment jusqu'au bout, que si l'autre a un blanc en plein milieu, il a un silence, bah, il attend la fin de ces 5 minutes, il reste dans le blanc, ou quelque chose va venir. Mais il y a quelque chose souvent dans ces cadres qui donne de la sécurité dans l'écoute et la compréhension des informations que tu peux me donner, parce que je ne t'interromps pas en milieu je n'interfère pas sur ce que tu racontes. Qui oblige à rester silencieux. Voilà, c'est ça. Ça oblige pas forcément à faire taire sa tête, Non. la qualité de la c'est présence, mais ça oblige à rester silencieux. D'ailleurs, dans mes exercices, dans les techniques d'écoute, en tout cas de formation à l'entretien, un des exercices était de rester silencieux pendant que l'autre parle pendant un certain temps. Et je me souviens très bien d'une personne qui n'en était pas à sa première formation et qui commençait à avoir de l'expérience et a réalisé que mais qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors que tout se déroule, tout peut se dérouler rien qu'en étant en silence. Et puis surtout, c'est l'autre qui guide où il a envie d'aller. Donc il y a quelque chose qui n'est pas intrusif avec la reformulation, qui vient sans cesse dire « je suis là, tu peux continuer ». Sauf qu'on ne dit pas ça, parce que quand on dit ça, l'autre, finalement c'est une permission qui est stupide, parce qu'on ne la prend pas cette permission. Mais dans une manière d'être et de faire, l'autre comprend ça, et du coup se met en confiance et déroule. Oui, donc tu seras en train de dire que ça donne se sentir vraiment écouté jusqu'au bout, voire même poser une question, est-ce qu'il y a quelque chose encore à rajouter ou avant que... Ça permet à l'autre de se sentir en sécurité, c'est ça, de placer un espace où il va se sentir accueilli et en sécurité, parce qu'on se tait et qu'on laisse de la place en fait finalement. Mais qu'on laisse de la place, on ne se rend pas compte. Moi-même dans ma relation avec des amis, je vois bien qu'à un moment donné, ne peut pas s'empêcher de dire mais tu crois pas que tu devrais quand même avec avec la bonne intention. Des bonnes intentions. Mais à chaque fois, je sens à l'intérieur comment j'ai plus de place. Il y a le sentiment d'incompréhension, d'être à côté et de ce que ça fait vivre, c'est très intéressant parce que on a tous besoin de place, on a tous besoin d'être entendus et il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça se passe. Oui, c'est vrai. Ouais, ça voudrait dire que si on est plus affûté à cette qualité d'écoute, on pourrait intervenir de manière en se donnant l'induction, même en amitié ou même dans un couple, je prends le temps de me taire en fait, je ne ramène pas forcément ma fraise. Oui, sinon on est dans un dialogue, une espèce de combat, c'est ça, non c'est pas ça, enfin une discussion qui n'en finit pas, où finalement l'idée inconsciente c'est d'avoir le dernier mot.
et d'avoir le dessus quelque part. Donc c'est sortir de ces rapports de domination aussi. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai que ouais, ça c'est sûr que comme chacun est dans son cadre de référence, c'est vite vu de croire et d'interpréter, puis de dire moi ce que je pense c'est vrai, puisque je le pense c'est que c'est vrai, mais tu dois penser pareil d'ailleurs, puisque c'est vrai. Mm. C'est ça. Et qu'est-ce que. Alors, il y a dans ce livre, on trouve cette information, enfin ce développement sur Voilà, il y a comment écouter. un grand Donc, c'est trouver la juste distance, hein, la bonne distance. La bonne distance avec l'autre, c'est un peu prétentieux, puisque il n'y a pas de bonne distance. Il ne faudrait pas croire que. Il y a une distance parfaite. C'est une méthode exactement pour. C'est pas ça, c'est tendre vers, comprendre les principes de ce que c'est qu'une relation qui laisse la place à l'autre, je dirais. Et tu vois, j'aurais pu appeler ce livre aussi, mais ça, je pense que ça serait moins, entre guillemets, vendeur, on va dire. Mais trouver la bonne proximité avec l'autre, en fait, c'est la même chose. Parce que finalement, avec notre attitude d'être toujours très centré sur soi, finalement sur nos propres besoins, où on n'écoute pas l'autre, ben, on est très à distance de l'autre. Donc le but, c'est plutôt de chercher la proximité. Mais quand je dis la proximité, c'est presque de l'intimité. Hein, de l'intimité dans le sens de, il y a de la place pour deux, pour tu es comme tu es, et on essaye de faire ensemble. Alors, il y a un gros chapitre sur la reformulation et comprendre ce que c'est, et puis beaucoup d'exemples de situations où on met en œuvre ça avec des dialogues, hein, qui sont des exemples avec des dialogues pour tendre à développer cette attitude. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est j'ai développé un outil. Alors pour le coup, c'est un outil parce que ça aide quand même au départ de s'appuyer sur quelque chose pour guider ce qu'on a à faire dans la relation. Donc ça s'appelle le curseur relationnel. Le curseur relationnel, c'est deux dimensions qu'on a intérêt à avoir en tête et à garder pour que la relation soit d'une bonne qualité et permette de dérouler une conversation. Par exemple, dans les couples, si on veut avancer un petit peu, il faut bien que la qualité de relation soit bonne. Parce que si on est tout le temps en train de réagir à ce que dit l'autre d'une manière affective, réactive, avec, il n'y a plus de possibilités. Dans la relation professionnelle, c'est la même chose. Si on n'écoute pas l'autre, il va se mettre sur une position défensive et on ne va rien faire ensemble. Non, c'est perdant-perdant. Perdant-perdant. Et c'est toutes les relations. Ça peut être valable avec un avocat, dans l'éducation scolaire, partout. Alors, un des pôles que j'ai appelé, c'est l'accueil. Et l'accueil, c'est justement tout ce qu'on vient de dire, de se sentir accueilli, en sécurité, de pouvoir avoir sa place et développer ce qu'on a à dire le plus longtemps possible, avec le plus de place possible. C'est la reformulation qui permet ça et qui va développer cette dimension de ce que j'appelle l'accueil. Mais si on fait que ça, que de la reformulation, eh bien, où ça s'arrête, quand ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait après, tu vois, une fois que tu as écouté, reformulé Donc il faut le contextualiser, il faut le mettre dans un cadre, dans quelque chose qui contient. Et donc l'autre pôle, l'autre dimension qui est extrêmement importante, comme tu l'as fait, avec l'exemple que tu as dit tout à l'heure, 5 minutes, un cadre, c'est un cadre à la fois de temps, combien de temps on va passer ensemble, c'est un cadre de quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et pas de faire en fonction de la profession. Quelle est ma posture, quoi. Mon statut. Alors si je suis en couple, peut-être un peu différent, puisqu'on est des partenaires. Absolument. Normalement à égalité. Mais bon. C'est ça, on ne va pas mettre la question du statut dans un couple ni dans une relation amicale, mais en revanche, rien n'empêche de mettre un cadre de temps. Et ce qui permet d'être complètement disponible dans ce cadre de temps. Parce que ce qui arrive souvent, une amie t'appelle au téléphone, encore elle, mon Dieu, comment je vais en avoir encore pour une demi-heure. Voilà, pour une demi-heure, comment je vais pouvoir arrêter, etc. Et alors, mettre un cadre de temps,
Ah, je te dérange? Non, 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 tu me déranges pas du tout. Vas-y. Non, c'est pas. Mais c'est pas vrai en plus. En plus, c'est pas vrai. Je te dérange? Alors, la question, elle est peut-être oui ou non, mais quand bien même, pas d'une manière indéfinie. Tu as quelque chose d'autre à faire derrière. Donc, écoute, oui, on peut parler pendant une demi-heure. Là, j'ai une demi-heure de disponible. Et après, je serai plus disponible. Et à nous de garder ce cadre-temps, tu vois, et de se rendre complètement disponible et de rappeler, et là on va arriver à la fin du temps où je peux être disponible, on se rappellera à notre moment, tu vois, mais de se rendre disponible entièrement dans un cadre. Ouais. À condition de s'écouter et de ne pas être dans le driver, je te fais plaisir et je ne me positionne pas et j'ai peur de te blesser, que tu vas être fâché, que si jamais je te dis que j'ai que 10 minutes et pas plus. J'ai 10 minutes? Ah, j'ai 10 minutes, ça fait pas beaucoup. Tu préfères qu'on se rappelle à un autre moment? Ouais. Ah non, non, j'ai besoin de te dire quelque chose. Ok. Ok, je garde les 10 minutes parce que c'est important pour moi de ne pas dépasser le temps. Et à l'intérieur de ça, l'écoute, la reformulation, la disponibilité. Plutôt que si jamais on ne met pas de cadre de temps, et c'est ce qui arrive souvent, avec des personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin de s'étendre, besoin de se plaindre, etc., eh bien, si on ne met pas de cadre de temps, on va être parasité par le fait, mais comment je vais arrêter la conversation sans blesser l'autre? Oui, c'est ça. Puisqu'on commence à déballer des choses les plus horribles les unes que les autres, et comment je vais arrêter? Eh bien, on l'a dit à l'avance, on s'appuie dessus, on le rappelle, et dans tous les cas, quand une conversation commence, eh bien, tout le monde sait, on n'est pas dupe, on n'a pas tout le temps devant soi. Ah non, mais c'est sûr. Ça va bien s'arrêter un moment. Et autant se rendre disponible complètement dans ce temps-là, plutôt que d'être parasité par le fait qu'on n'est pas bien, quelque part. Parce que c'est encore une autre manière de ne pas écouter, si on n'est pas bien. Et puisque tu prenais cet exemple, qui est quand même classique, un ami, ton partenaire, bon, nous, en posture de professionnelle, c'est un peu différent, puisque les gens viennent avec des symptômes. Bon. Mais en amicalité ou en couple, tu viens et tu te plains, enfin tu ne te rends même pas compte que tu te plains d'ailleurs, hein. Tu poses tes problèmes, qui tournent, tu tournes dedans, et ben, ça appelle souvent le sauveur. Mais alors je peux t'écouter et reformuler, puis à un moment donné, toi, si tu t'alimentes dans ta plainte, je vais avoir envie de faire en sorte que tu ailles bien, si tu veux. C'est le côté sauveur. On veut toujours que nos amis aillent bien, ou qu'on les aide, ou des trucs comme ça, tu vois. Eh oui, mais ils vont trouver les solutions tout seuls. Tout ce que tu vas pouvoir donner comme conseil va être irritant et agaçant. C'est bien que vous l'entendiez, ça. Parce qu'on veut bien faire en général, on veut toujours... Et va augmenter la plainte, en fait. Et l'autre va dire « Oui, mais tu ne m'écoutes pas, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est facile pour toi de dire que je devrais faire ci ou ça. Mais tu n'es pas à ma place. Et voilà. Et donc, l'affect d'agressivité, d'agacement s'exacerbe, en fait. Donc, il n'y a qu'une chose pour calmer la plainte, c'est de reformuler. De toute façon, je vais dire ça, hein, il n'y a qu'une seule solution, c'est de reformuler. Et oui, au risque de s'avouer vaincu, entre guillemets, je ne pourrais pas aider l'autre. Oui, c'est ça, ça colle un sentiment d'impuissance, en fait. Ben oui. Mais l'impuissance ne veut pas dire ne pas être sensible à l'autre dans sa détresse et dans sa plainte. Donc, reformuler la plainte, ben oui, c'est difficile pour toi. Exactement. Ça me touche que tu sois en ce moment dans cette situation. Des trucs comme ça. C'est ça. Et tu dis que personne t'écoute, tu sens que personne t'écoute, que les gens sont pas, ils font pas ce qu'il faut. Tu es déçu, tu es insatisfaite. Et ça, on peut en formuler. En fait, c'est à chaque fois, c'est pas une. Hein. C'est et encore, et encore, et encore. Et au bout d'un moment, ben oui, c'est vrai, de s'avouer vaincu, c'est très important. Oui, c'est important ça, parce que... Je sais pas quoi faire, mais je suis là, tu vois, dans quelque chose qui viendrait que... Et cette reformulation qui appuie aussi sur la douleur, hein, quelque part, c'est une manière de la laisser mieux exister, parce que dans la plainte, en fait, c'est une manière affectée dans la relation qui
qui est, comment dire, on va dire énervé, agacé, mais c'est pas de l'émotion. C'est pas de l'émotion. L'émotion, c'est vraiment quand il y a ce désespoir qui effleure, enfin, cette détresse qui effleure et qui fait qu'on touche vraiment la douleur. Ouais. Tu vois. Sinon, dans l'affect, c'est les autres qui souffrent de cette plainte, de cette rengaine, de ce disque rayé, tu sais, qui revient et qui vient nous faire toucher de l'impuissance. Donc tout le monde souffre en fait. Tandis que quand l'émotion est là, eh ben, on est touché ensemble. Et ça change des choses. C'est ça qui est thérapeutique. Donc c'est parce que en fait, elle vient trouver, si tu es vraiment dans cette posture d'écoute et d'être à l'endroit où tu lui laisses la place, c'est ça, parce que tu lui laisses la place pour toucher ce qu'elle est, quoi, à ce moment-là, dans cet instant T. C'est-à-dire, si c'est le désespoir, c'est le désespoir, si c'est la douleur, c'est la douleur. À ce moment-là, en lui laissant toute cette place et en me connectant à elle, c'est l'histoire de la connexion, c'est ça. Je suis connectée à l'endroit où toi, où je te donne, on est ensemble, c'est ça. Le mot connexion ne me parle pas, mais je dirais... Je suis avec toi, tu n'es pas toute seule. Oui, on a mal ensemble, mais sur un mal qui est porté ensemble et qui a des chances de se transformer en fait, qui a des chances d'accepter en fait, d'accepter ce qu'on veut pas accepter, tu vois. Oui, c'est ça. Dans la plainte, c'est une revendication, ça devrait pas m'arriver, oui, c'est injuste, c'est de prendre en compte que oui, c'est ça qui m'arrive, et puis d'en prendre aussi une part de sa responsabilité, plutôt que de la faire porter aux autres. Parce qu'on pourrait dire que le pire, ça serait de se sentir vraiment seul et incompris. C'est ça. Je vis un truc horrible, ok, et en plus tu ne me comprends pas, donc je suis encore plus seule. C'est ça. En fait, c'est de rejoindre l'autre. C'est pour ça que je te parlais de proximité tout à l'heure, tu vois, que l'autre ne se sente pas seul. Souvent, on ne peut rien faire pour la détresse de l'autre. Vrai. On ne peut rien faire. C'est à chacun de trouver le chemin. Et cette posture-là, c'est pour aider à ce que la personne trouve son chemin. Oui, comme on avait dit au début, il faut sur d'humilité. C'est ça. C'est pas en toute puissance, parce qu'on a tellement envie de faire du bien. C'est ça le truc, c'est ce que tu disais au début. Faisons du bien. Faisons du bien, oui. En étant vraiment là, c'est comme ça qu'on fait du bien. Ouais. Bah écoute, oui. Est-ce que tu voudrais, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as développées encore qui peuvent, que tu veux rajouter, ou c'est essentiellement cette dynamique d'être avec l'autre, rejoindre l'autre, sans en faire des tonnes, en fait, c'est ça, hein, surtout. Moins on en fait, en fait, ce que tu as dit, posture de retrait. Parce que je récapitule, moins on en fait, et mieux c'est pour la relation, enfin pour la personne qui est dans ses affects, en fait. Mais avec une présence concernée, engagée. Hein, une présence... Alors, c'est quoi une présence engagée? Engagée sur notre destin d'humain ensemble. Ah, c'est ça que tu veux dire. Sur de ne pas laisser tomber l'autre, tu vois, de réellement être concerné par nos propres soucis existentiels de qu'est-ce que c'est qu'être humain, et donc d'essayer d'être humain ensemble pour le mieux. Ouais, ok. Oui, c'est joliment dit, parce que c'est vrai que c'est tellement tragique des fois l'existence qu'on n'a pas forcément les solutions, ou je sais pas quoi. On n'est pas forcément dans le monde du faire ici, mais plutôt tu as raison, dans être ensemble, dans ces moments tragiques. On est moins seul au monde. Parce que c'est vrai, je pense qu'une des plus grandes souffrances, c'est le sentiment de séparation, quand on est enfant, de se sentir seul. Il n'y a personne pour nous rassurer, ou pour répondre à nos besoins, etc. Donc je pense que ce que tu as travaillé là, enfin, ce que tu développes là, même si ça paraît tout bête en fait, hein, paraît un peu évident, oui, se taire, c'est bon. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, enfin, d'ailleurs je le disais, mais on croit qu'on sait écouter, que c'est pas compliqué en fait, tu vois, tu donnes la formule, taisez-vous, et puis reformulez, on dirait que c'est pas en train d'apprendre la poudre, mais c'est comme si on croit savoir faire, mais qu'on sait pas faire en fait. Ou qu'on veut pas. Ou qu'on veut pas, ouais. Ou qu'on n'a pas... Appris peut-être, t'as dit, pas appris. Ou qu'on se rend peut-être pas compte qu'on s'en défend. Ouais. Je dirais qu'on se défend
de quelque chose qui vient toucher l'humain. Tu sais, on est quand même la plupart du temps dans des préoccupations de faire, Ah bah c'est ça, de ouais, complet. s'occuper, de se distraire, et de pas... l'angoisse, c'est le mistigris, hein. Et donc d'essayer de ne pas être préoccupé de ces questions existentielles, mais qui pourtant nous traversent tout le temps. Et on ne peut pas faire avec le fait qu'on a à faire des choix tout le temps. Les choix, il faut se porter, il faut porter la charge de l'existence. Et ce n'est pas si simple que ça. On passe notre temps à croire qu'on résout des problèmes et qu'on n'y pense plus. Mais en fait, à chaque moment, ne serait-ce que sur un menu de restaurant, il faut choisir entre ça et ça. Oui, c'est vrai. Et que ça a des conséquences. Ça a des conséquences et que ça peut amener d'une manière subtile. Si je choisis ça, je n'aurai pas l'autre. Ben ouais, je renoncerai. De toute cette dimension de la frustration, de la castration, de notre limitation, et que sans cesse, on choisit ce qu'on dit aux gens, ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on fait, ce sont des choix, mais c'est ça, porter son existence. Dans un temps qui est donné, parce que... C'est limité, comme tout est limité. Voilà, tout est limité. Et de sentir cette dimension de notre devoir d'humain, qu'est-ce qu'on a à faire pendant ce passage le mieux possible, et qu'on est tous astreints à ça. Ouais. Et que le drame aujourd'hui, c'est peut-être cette occupation dans la quotidienneté, et on regarde bien que la technique ne remplace pas l'humain quand on fait tout par visio, par ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, les consultations par visio, tu vois, et le drame, c'est qu'il n'y a plus personne pour... les gens se sentent de plus en plus seuls et sont de plus en plus seuls. Dans les hôpitaux, je suis bien placée pour le savoir puisque j'y travaille, bien, on considère l'humain malade, mais comme un bout de viande à soigner, technique. Et la solitude de cette détresse n'est jamais entendue, de plus en plus. Donc voilà, c'est porter tout ça avec le plus de conscience, j'ai envie de dire d'enthousiasme. D'humanitude, je ne sais pas, ben oui, de sensibilité. De sensibilité et de pas être tout seul, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. C'est marrant parce que intuitivement, je me disais, en t'écoutant, qu'une des plus grandes détresses, déjà on le voit chez le bébé, hein, c'est de se sentir seul, arriver à se sentir seul, la puissance d'être seul par moments, dans des moments tragiques. Et là, la proposition, c'est vraiment ne plus être seul, quoi. Sentir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui traverse, pas en mode toute puissance, genre je t'envahis, ni en mode trop loin. Enfin, c'est ça ton travail, la juste distance, c'est ça, ni trop au-dessus, en mode étouffement, ni trop complètement, bon, vas-y, débrouille-toi tout seul. Si on donne trop, en termes de... comme tu disais tout à l'heure, on a envie de bien faire. Comme on voit bien que ça ne marche pas, on va finir par s'agacer soi-même. Et si on ne donne pas assez, eh bien, ce n'est pas satisfaisant non plus. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre trajectoire d'humain. Bon, et juste, tu n'as pas dit le mot de la fin, mais tu fais, parce que tu as dit que tu travaillais dans les hôpitaux, tu as écrit ce livre. D'abord, quel est ton métier? Oui, j'ai été formatrice, psychothérapeute et formatrice, et depuis 15 ans, un peu plus maintenant, je suis psychiatre. J'ai fini ma formation médicale que j'avais au départ avec cette spécialité, donc je travaille aux urgences de l'hôpital, aux urgences psy de l'hôpital d'Avignon en ce moment, et ailleurs parfois. Et donc, en parallèle, tu as écrit, ça faisait longtemps que tu avais écrit, et tu l'as repris parce que tu avais envie à chaque fois d'actualiser ou de... Mon éditeur m'a proposé de
republier, enfin le republier tel quel, ou de faire une édition légèrement modifiée. Là, c'est la quatrième. À chaque fois, je relis, j'actualise avec mon chemin Oui, c'est ça. personnel, Ce que qui tu me semble embranches. important de dire, d'enlever, de dire autrement. Et je suis beaucoup, beaucoup guidée par tout mon trajet en gestalt-thérapie Oui, c'est ça. que j'ai fait il y a bien longtemps, et d'orientation phénoménologique. Donc des grands mots pour dire que on regarde ce qui est là, hein, on fait avec ce qui est là, et avec l'expérience, avec le sentir, et que la théorie, elle passe Après. Après. En tout cas, c'est pas ce qui guide. C'est pas la technique, la théorie, voilà, tout ça. on va chercher à s'étonner de ce qui est là plutôt que d'essayer de racoler, recoller ou racoler ce qu'on trouve à une théorie. Ah ben tiens, puisque elle dit ça, c'est que ça veut dire ça, donc je vais lui dire ça. Toi, ma posture, elle est beaucoup plus dans, on va découvrir ensemble qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, qu'est-ce que ça dit, tu vois, et donc d'aller sur des chemins qui ne sont pas prévus à l'avance. Ok. Bon, et ben, très bien, Catherine. Mot pour conclure ou par rapport à... Faites au mieux. Oui, c'est ça. Posture d'humilité. Faites au mieux. On ne fait pas ce qu'on veut, souvent, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. L'important, c'est de chercher. C'est Voilà. de continuer à chercher. Bon, bah merci. Je mettrai voilà, je rappelle, voilà, c'est son livre, Trouver la bonne distance avec l'autre. Catherine Dehaye. De toute façon, je mettrai le lien si vous voulez lire son livre. Bah, merci, Catherine, d'avoir participé. Merci de nous avoir écoutés.